what I wanted to ask you for this first question is it natural for digital companies to have this responsibility in the democratic process? Is it a burden? Is it something you want to have today? Yeah, I think looking at the title for our panel, it looks very daunting and broad to me, because democracy is something that goes to the very heart of what we are as individuals and as communities, of course. Usually I like to think of companies and the private side of things in fairly straightforward terms. I think, businesses are in a functioning democracy, in a functioning economy. They're just supposed to figure out what products, services they want to try to provide to consumers and businesses, try to do better than the competition, and if all goes well and it all abides by the rules established in democratic societies, that will be for the better good of society at large. Pretty much along the lines of what's good for General Motors is good for America, if you will, if I can summarize it that way, right? I think in this debate, we're looking at something different and much more that's being asked of companies that's not necessarily a natural fit, if you will, and that is, again, protecting democracies. This, to me, like you were saying, can include basically right now, and at least in the discussion as we see it currently, two sides. One is cybersecurity, if you will, in the pure technical sense, which is identifying cyber threats, malicious actors that are in and of themselves a threat to democracy, and are trying to use technology to diminish our societies. And this is a relatively easier task to tackle, even though there are huge technological and organizational challenges to do in that. I think we've seen, with the Paris call, like Mark was saying, a very good example of what level of collaboration such an effort needs to put in place, where you have clearly, states bringing forward the idea of international norms of behavior in cyberspace, and also companies putting forward their own participation in this international charter, and putting forward more, clearer commitments as to how they want to do their side. And then there's the other part of the debate, which to me is much more problematic, which is the debate about fake news, disinformation, misinformation, which is much more reflective of the complexity of social interaction, if you will, whereby someone's fake news is someone else's opinion, and they feel that they are simply entitled to have that opinion, irrespective of any evidence that you can come up with. There's also much more, I think, a stress in discussions, and whenever we talk about AI, notably on ethics, ethical conduct, ethical behavior, which is an interesting way of framing the role of business in society, because it goes back to the idea of putting a non-natural frame to something that should be relatively neutral. I mean, business should be good or bad depending on the conditions of the market. I mean, people may think that a company is good for me, I'll use it. If it's not good, I'll reject it. The only proviso to that is clearly that everything that business does must fall within the bounds of legality, right? I like to think of the ethical questions much more as to what sort of consensus we can create in society, and that again must be reflective of discussions that we might have collectively that need to frame what businesses can realistically be asked to do to defend democracy. So a key point that I'd like to bring to the panel is that, to protect democracy, first we need to establish in our democracies what it is that we need to do to protect ourselves, probably. Okay, thank you. Daniel Filippova, les plateformes ont pris une grande importance, et le numérique a pris une énorme importance, surtout entre les deux dernières élections européennes, enfin entre la dernière élection européenne et celle qui vient. Est-ce que pour vous, les États ont vraiment pris la mesure de ce phénomène à temps, et est-ce qu'ils l'ont pris tout court?
je crois que, pour le coup, tout le monde a vraiment pris la mesure du fait qu'aujourd'hui, l'expansion de la technologie, le développement des plateformes et le pouvoir en fait, qu'elles ont acquis est immense, et qu'on n'est plus simplement dans une relation entre des entreprises privées et des États, ou des communautés internationales et des communautés de développeurs. Nous sommes passés à une autre échelle, clairement. Cependant, je ne suis pas certaine que la prise de conscience du pouvoir réel de ces plateformes et de l'influence immense qu'ils peuvent exercer sur le cours de nos sociétés, de nos démocraties bien sûr, mais aussi même sur le développement des hommes, sur l'avenir de l'homme, soit toujours très claire. Alors, la communauté des chercheurs et des penseurs, elle est très, très au courant de ce qui est en train de se passer. Eux, ils voient très bien que ces plateformes-là disposent aujourd'hui d'un pouvoir quasi politique, qui sont par certaines caractéristiques aussi puissantes que des États, voire plus puissants, puisqu'ils ont, malgré leur implantation physique très claire sur des territoires donnés, faut le rappeler, l'économie virtuelle n'est pas du tout virtuelle, elle est d'abord physique, elle répond... Elle vient d'État, elle est implantée dans une terre avec des câbles, tout ça qui passe voilà, par la terre, faut le rappeler. Elle est néanmoins aujourd'hui mondialisée, globalisée, et elle permet à ces acteurs-là d'avoir une prise, une influence qui dépasse largement les frontières, bien entendu. Donc cette prise de conscience qu'on est face à des... on pourrait dire quasi-État, puisque ces plateformes sont capables d'influencer évidemment le cours de la politique dans plusieurs États, et bien sûr en Union européenne, et bien sûr aux États-Unis, et bien sûr partout, et qu'on est par ailleurs, en plus, sur un deuxième niveau, dans un enjeu qui est celui de la souveraineté, et un enjeu proprement géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste des plateformes versus l'Europe, c'est des plateformes européennes, des entreprises européennes, avec d'une part des entreprises chinoises, d'autre part, des entreprises russes, d'autre part, des entreprises américaines. Donc chacun de ces pays veut poursuivre une politique géostratégique qui s'appuie sur la puissance technologique. Et donc là, nous sommes non seulement dans une question, sur un champ technologique, nous sommes proprement dans un débat de nature géopolitique, un débat quasiment impérialiste. Récemment, par exemple, la Russie a déclaré son intention de se doter d'un réseau qui soit autonome par rapport au reste du monde. On a des raisons de penser que c'est évidemment le cas en Chine et que les États-Unis font bien sûr des tests similaires. Je pense que ça pose bien en fait la perspective dans laquelle on est, celle d'un potentiel affrontement au niveau mondial où la technologie, comme elle l'a toujours fait, va jouer un rôle primordial. Et je pense que cette prise de conscience, non seulement qu'on est dans un combat humaniste, pacifique, mais que concrètement c'est un outil de puissance lui-même extrêmement puissant, dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, elle est encore à venir. André Gattolin, ce que je voulais vous demander, c'était, avec la montée du nationalisme ces dernières années, est-ce qu'on peut vraiment avoir une cohésion européenne en matière de cyberdéfense et de défense de la démocratie dans le numérique, et surtout, est-ce qu'on peut compter sur nos alliés en dehors de l'Europe sur ces sujets ? Oui, alors peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais bien rebondir sur la question de la prise de conscience. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, il y a enfin une prise de conscience politique, j'entends au niveau des politiques, des cyber-risques qu'encourent aujourd'hui nos sociétés. C'est vraiment quelque chose d'assez récent. Moi, je me rappelle, j'ai été élu sénateur en 2011, quand dès 2012-2013, à la Commission des affaires européennes, qui traite beaucoup de ces questions-là, j'ai commencé à parler de cybersécurité ou d'intelligence artificielle. On me regardait comme un martien ou comme quelqu'un qui était complètement déconnecté des réalités. Il faut bien comprendre comment, en Europe, mais en France, s'est construite cette prise de conscience. La prise de conscience, elle était à plusieurs niveaux. Au milieu des années 2010, d'abord, il y a eu les attentats de Paris, début 2015, l'attaque de Charlie Hebdo, derrière des cyberattaques sur des médias. Il se trouve que moi, j'étais assez proche des gens qui faisaient la cybersécurité, une société de mon département qui s'appelle Cifaris, et donc qui aidait gratuitement Charlie Hebdo à se défendre des attaques.
Et à la suite des attaques qui étaient perpétrées, d'ailleurs, hein, contre Charlie Hebdo, pour entrer dans le système, il n'y avait pas de site, mais pour essayer de capter les adresses des fiches de paye des journalistes, pour essayer de les menacer ou de les éliminer, on s'est amusé à faire des tests auprès d'un certain nombre de médias. Et je le dis, 3 semaines avant l'attaque de TV5 Monde, attaque gravissime, hein, qui n'est pas un déni d'accès, c'est vraiment une attaque où on entre dans le système. J'ai prévenu les autorités que le système de TV5 Monde était faible, qu'il était extrêmement fragile. Et à ce moment-là, on a commencé à prendre conscience d'une chose extrêmement importante, c'est que toutes les règles que nous avions accumulées depuis la fin du XIXe siècle pour protéger la liberté d'expression, la liberté du journalisme, la liberté d'information, pouvaient être battues en brèche par une censure imposée de l'extérieur. Plus l'information est numérisée, plus elle devient sensible à ces attaques extérieures. C'est-à-dire que nous pouvons nous doter des plus belles lois à l'intérieur de notre territoire national, historique de protection et des libertés. Elles peuvent, sous le coup, je dirais, d'une volonté d'un certain nombre de groupes, de rock group ou de rock state, être complètement battus en brèche. C'est à peu près à la même période, en 2015, qu'on s'est rendu compte précisément que les grands États autoritaires dans le monde, véritablement étaient passés, par rapport à la numérisation et par rapport à Internet, d'une logique défensive. En gros, c'est la logique chinoise du grand firewall, où on se protège des risques démocratiques que peuvent créer Internet, et une logique offensive, d'attaque. Je le dis parce qu'aujourd'hui, bon, on regarde avec l'affaire Huawei un peu plus près l'importance et l'influence de la Chine. On s'en inquiète en Europe, c'est déjà fait d'ailleurs dans les pays africains, hein, puisque tous les grands réseaux de téléphonie, la Chine arrive, notamment Huawei, pratiquement gratuitement pour imposer ses réseaux, mais pour construire, alors avec des logiques de maintenance qui font que, quelles que soient les sécurités qui peuvent être mises dans les réseaux Huawei, si la technologie est lourde et que la maintenance et le suivi est assuré par une entreprise qui fait allégeance à l'État chinois, qui peut lui demander ce qu'elle veut quand elle veut, ça pose un véritable problème. Non, mais c'est juste qu'à un moment, il y a une prise de conscience qui s'est créée. Je voudrais dire simplement que cette prise de conscience, elle est quand même assez imparfaite. Elle est quand même assez partielle. On constate les effets, mais on ne sait pas encore bien les anticiper. Alors, bien sûr, au niveau européen, nous avons des structures qui se sont mises en place. Hein. Nous avons, d'ailleurs, nous sommes des rares pays d'Europe où on distingue la défense, avec l'ANSSI, de l'attaque. Et ça, c'est très important d'un point de vue démocratique, que ce ne soient pas les mêmes gens qui soient là pour protéger les citoyens et les entreprises, qui soient les mêmes qui produisent les attaques. Et ça, stratégiquement, c'est essentiel. Et finalement, vous parliez de l'ENISA tout à l'heure, qui a été créée en 2004. L'Europe était avant-gardiste à ce moment-là. Mais sauf que l'ENISA a somnolé pendant près de 20 ans, enfin pendant 15 ans. C'est seulement aujourd'hui, l'ENISA, c'est en Crète, c'est 80 à 100 personnes. Aujourd'hui, l'ANSSI, c'est plus de 600 personnes qui travaillent sur la cybersécurité. Donc, on ne peut pas compter que sur l'Union européenne. On a besoin d'une coordination, mais il faut que chacun des États se dote des moyens de défense, qu'ils coopèrent et qu'ils collaborent. Je terminerai peut-être là-dessus parce que ça répond à une des initiatives lancées par le président Emmanuel Macron quand il a dit qu'il voulait qu'on crée une agence européenne de protection des démocraties. C'est qu'on s'est rendu compte que face aux cyberattaques dans certains pays, et notamment les pays baltes, hein, les 3 pays baltes font l'objet régulièrement et depuis de nombreuses années de la part de la Russie, eh bien aujourd'hui, l'assistance experte vient des États-Unis. C'est complètement aberrant de penser que nous ne soyons pas en mesure aujourd'hui, au niveau européen, de nous doter d'une armée d'experts capables de prêter assistance dans ces cas-là. Il y a 2 sujets. On a les fake news qui sont apparus, et puis nous avons celui des cyberattaques. Les 2 se recoupent, et il faut que nous construisions quelque chose. Il y a des projets qui ont été mis en place par l'Union européenne, annoncé par M. Juncker en 2017. Il y a des budgets qui sont prévus dans le prochain cadre pluriannuel financier, 2 milliards. Mais il faut que, à la fois, les États membres et l'Union travaillent main dans la main pour accélérer, parce que les rythmes, pour terminer, on s'est rendu compte,
là aussi, assez tardivement, on parlait d'économie numérique, de société numérique, comme si ça ne concernait qu'un seul secteur de la société, celui des technologies avancées. Aujourd'hui, on parle d'économie ou de société numérisée. Et une enquête récente de la Direction générale des impôts montre que plus de 80% de l'activité nationale en France est dans une économie numérisée, donc fragile, donc susceptible de devenir dual, service civil rendu à la société, mais fragilité stratégique et objet de conflits, de guerres cyber demain. Merci beaucoup. Et Elodie Vialle, ma question portera surtout sur donc, RSF, surtout donc information. Pour vous, quel est vraiment le grand défi que pose le numérique sur l'information, et surtout, est-ce que dans la grande bataille qui se profile dans la défense de la démocratie européenne et donc de la guerre de l'information que certains pays sont accusés de mener contre l'Europe et contre laquelle l'Union européenne dénonce, est-ce que les médias doivent de choisir un camp, selon vous? Alors, déjà sur cette question de guerre de l'information, je pense qu'il faut s'interdire justement d'entrer dans cette logique-là, de narratif et de contre-narratif et de rentrer dans un clash de guerre de désinformation. L'un des enjeux aujourd'hui, là on parle de l'agenda numérique de l'Union européenne, c'est de remettre aussi la défense de la liberté de l'information au cœur de l'agenda de l'Union européenne, qui s'est construit quand même sur la défense d'un marché unique et qui quelque part a laissé de côté ces enjeux-là. Et nous, ce que nous proposons aujourd'hui à Reporters sans frontières, c'est une série de propositions que je vous invite à aller consulter sur notre site internet, et notamment la création et la mise en place d'un commissaire européen dédié à la liberté de la presse. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ces questions-là ne sont pas finalement suffisamment au cœur des enjeux de l'Union européenne, alors même qu'on assassine des journalistes au sein même de l'Union européenne. Daphne Caruana Galizia, il y a 18 mois, sa voiture a explosé sous les yeux de son fils. Ça se passe au sein de l'Union européenne, à 2 pas de chez nous, à Malte. De même, le journaliste Jan Kuciak, qui a été assassiné d'une balle, sa fiancée d'une balle dans la tête également, c'est en Slovaquie, c'est au sein même de l'Union européenne. Là, on n'est pas en train de parler des régimes autoritaires auxquels on est un petit peu plus habitué à Reporters sans frontières. Ça se passe chez nous, dans des États démocratiques. Donc ça, c'est une réalité, une violence très physique. Nous, on se bat également contre ce que nous appelons à Reporters sans frontières les prisons invisibles et toutes ces guerres de... Alors, non, je ne vais pas employer cette expression, mais c'est cette désinformation. Alors, ces cyberattaques qui peuvent être sur des sites, hein, c'est-à-dire qu'on lance des attaques DDoS sur des sites internet de médias pour les censurer. Donc c'est ce qu'on se constate dans de nombreux pays. Également, c'est une manière en fait de faire taire tout simplement l'information indépendante, c'est de la censure. Et ce que nous constatons depuis quelques années, c'est que cette censure numérique, elle passe aussi par une censure par la production massive de fausses informations, de propagande en ligne. Et ça se passe en 2 temps. D'abord, on produit toute cette propagande. Voilà, donc on a des armées de trolls et les journalistes d'investigation qui mènent des enquêtes là-dessus sont d'ailleurs particulièrement pris pour cible. C'est quelque chose qui est important à signaler. Et deuxièmement, eh bien, on fait taire les journalistes en les intimidant, en les harcelant en ligne. Aujourd'hui, une femme journaliste sur 3 envisage de quitter le métier du fait des attaques qu'elle subit en ligne. Donc on voit bien à quel point le numérique est en train de se retourner contre la liberté d'information. La liberté d'expression est en train d'être utilisée contre la liberté d'information. Donc on est très content, Reporters sans frontières, que les dirigeants européens enfin prennent la mesure, ce que disait Diana, du fait que ces plateformes, elles sont importantes et de véritables acteurs politiques. Le fait est que quand ils prennent cette mesure, du coup, la tentation est forte de dire bon, on ferme le robinet, on ferme tout, un peu comme
encore, comme on le voit dans de nombreux régimes. Et ce qui nous inquiète particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui donnent le la des lois numériques en Europe, ce sont les Allemands avec leur Network Enforcement Act, qui a pour conséquence en fait de déléguer en quelque sorte aux plateformes, qui sont des acteurs privés américains, le pouvoir de décider de ce qui est vrai ou pas. Donc c'est Mark Zuckerberg qui va pouvoir dire ce qui est vrai ou non en 24 heures, hein, donc on a très peu de temps pour décider. Sinon on s'expose à des amendes absolument records. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on censure à l'extrême le contenu et donc on provoque un peu l'inverse peut-être de ce qu'on veut faire. Donc ces législations aujourd'hui, elles sont contre-productives. Elles provoquent une censure. Les plateformes, pour éviter de payer des amendes records, et c'est ce que nous avons pu observer nous en Allemagne, et c'est ce que nous avons dit également aux Français et à d'autres qui cherchent à dupliquer cette loi ici, eh bien ça peut aboutir à des cas de censure. Donc voilà, effectivement, nous ce que nous voulons, c'est remettre la liberté de l'information avec la conscience, et c'est vrai que c'est pas évident, d'un juste équilibre entre défense de la liberté d'expression et lutte contre le contenu haineux et les guerres de désinformation. Merci beaucoup. Je reprends ma question de tout à l'heure pour la relancer sur la montée des nationalismes et la possibilité vraiment d'une stratégie européenne, une cohésion européenne sur la défense de la démocratie dans le numérique. Est-ce que pour vous, on peut vraiment arriver à un effort européen sur des sujets qui sont aussi nationaux? Well, I think we're at the beginning of a process effectively. If you think in a situation before the network and information security directive just came into force effectively, there was literally nothing you could say at European level to tackle cybersecurity issues. So we're really at the beginning of a process that I think will last for a while, and it goes to the core of hard questions for member states, and that is how much sovereignty do they want to share at European level to look at these issues collectively, and how much needs to stay within the confines of each own member state's expertise and jurisdiction. These are really political questions that are for the member states to answer. From the industry side, I think it's a relatively easy answer, meaning that the more happens at European level, the more you have the scope and the size to do things that you can't do at national level. We obviously face the problem or simply the situation of having a few notable bigger member states clearly would possibly have the national competences to handle the complexity of the cyberspace in an international realm. And opposite to that, you do have the smaller member states who would like to share more at European level. So you do face these two camps, if you will. I think we're at the beginning of a process of figuring out how, what the consensus can be between France, Germany, and everybody else, and what everybody wants to do together. So there's, and I ask more coordination, more harmonized action, more good practice being created at a European level. We're at the beginning of ENISA getting a permanent mandate and becoming more able in the longer term to help member states, those member states that do need to be helped. We're at the beginning of more concerted action with industry to generate more technical organizational collaboration with industry through a cybersecurity certification. Pretty much in a multi-stakeholder approach whereby member states will still have the ability to look at these issues, look at areas where certification needs to be developed, but this collaborative process with industry and other stakeholders from civil society for that matter. So I think we're at the beginning of that process. It's likely going to be a longer process, but it's one of those areas where Europe needs to see the benefit of this, the benefit of doing more at a harmonized level, a European level, I think. Okay. Merci beaucoup. J'avoue que j'ai un peu du mal à saisir votre question parce que le nationalisme n'est pas une idée antidémocratique. Je suis européiste et je ne suis pas nationaliste. Mais le fait qu'à l'intérieur des pays de l'Europe existent des courants nationalistes
est quelque chose dont on doit faire avec. La question, c'est celle des ingérences extérieures à l'Europe. Mais chaque pays peut exprimer, même les pays les plus nationalistes comme la Pologne, sollicitent, compris l'Union européenne, pour la défendre éventuellement de soi-disant ou réelles agressions ou intrusions de la part de la Russie. La question, c'est est-ce que effectivement ces formes de nationalisme peuvent accepter peut-être un soutien européen? La coopération est importante. Dès qu'on est dans un domaine qui relève des bases de la souveraineté nationale, on le voit sur la justice, on le voit sur la police. Nous avons 2 agences européennes, nous avons Eurojust et Europol. Ça ne fonctionne que par la volonté et la capacité, quoi que veuille faire l'Union européenne dans laquelle les choses sont intégrées, de la volonté des pays, des différents États membres de coopérer ensemble. Idem pour la justice. Donc je dis, ça c'est de l'apprentissage des cultures. On a déjà beaucoup de mal à faire coopérer parfois la police et la gendarmerie en France, donc c'est parfois difficile de faire opérer. Donc la question, oui, si nous sommes capables de mettre la coopération à 2 niveaux. Bien sûr, un niveau européen global qui permet d'alerter, de surveiller, de coordonner, éventuellement d'établir des règles communes, et puis ensuite la coopération d'État à État. Je peux avoir envie d'avoir le soutien de l'Allemagne en cas de crise, et pas nécessairement de l'Italie, parce que sur ce sujet donné, nous avons un différent historique. C'est ces 2 niveaux, en tous les cas, qu'il faut trouver, parce que c'est vrai que seuls les États n'ont pas les capacités. Vous avez évoqué tout à l'heure un terme que j'utilise depuis longtemps, qui est celui de quasi-État. Mais les quasi-États, ce n'est pas seulement les grands groupes de l'Internet. On peut dire que l'État islamique, d'ailleurs, est considéré comme un quasi-État, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dimension territoriale, mais il a son organisation, son action, ses moyens de contrôle et ses moyens même d'intervention. Eh bien, les États traditionnels doivent, dans ce monde transnational traversé par des nouvelles formes, trouver le moyen d'abord de discuter quand c'est possible. Les grands groupes Internet ne sont pas des terroristes. Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment, mais comprendre, analyser la nature de ces entre guillemets, menace pour ce qu'on appelle l'État national traditionnel. Mais Marc Messé l'a très bien dit tout à l'heure, on n'est encore pas passé totalement à l'État post-westphalien. Donc l'Europe est une des réflexions dans ce domaine, il y a des auteurs qui y réfléchissent, et l'Europe peut être l'exemple précisément de ce dépassement de la vision nationale, et il faut trouver des éléments, on parle de multilatéralisme, la façon dont on travaille peut-être à l'ICANN écarte trop les États et les juridictions, mais ce qu'il a proposé tout à l'heure me paraît aller dans le bon sens, dans une coopération intelligente, dès lors que certains grands groupes internationaux partagent fondamentalement des valeurs de démocratie, même si le business peut parfois détourner les objectifs démocratiques. Mais là, il est clair que nous avons aujourd'hui une nouvelle problématique, un changement de paradigme. Moi, j'ai des collègues qui faisaient il y a 5 ans des rapports en disant l'Internet, l'Europe, nouvelle colonie du monde numérique. Et en gros, on était colonisé par les Américains. Aujourd'hui, vous discutez, y compris avec les responsables de nos services de la défense intérieure et extérieure, ils vous disent peut-être qu'il vaut mieux collaborer avec les entreprises américaines plutôt que de se retrouver dans un monde colonisé par les industries numériques chinoises, parce que là, la notion de contrôle des citoyens du début à la fin est inhérente au concept de société. Une question qui me vient du coup, est-ce que cette co-régulation justement qui vient d'un besoin de coopérer et de discuter face à des acteurs qui sont devenus puissants n'est pas une logique d'urgence face à des problèmes qui sont vraiment là, présents aujourd'hui? C'est ça qui fait qu'on parle du numérique, mais enfin, le numérique, c'est une composante d'une question politique. Enfin, en gros, qu'est-ce que l'Europe veut faire? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi la politique européenne demain de la défense, d'équilibre, la nouvelle géostratégie face aux puissances? Pas aux puissances numériques, aux puissances tout court. Et le numérique, nous avons tendance à parler encore aujourd'hui, et je pense que c'est franchement une façon passée de penser.
de la politique numérique, d'un espace numérique unique. Mais ça n'a aucun sens parce que plus les structures étatiques, industrielles, économiques et numériques se fondent, trouvent des synergies, plus on se retrouve en fait dans le monde tout court, pas seulement dans le monde numérique. Et presque, dans certains cas, c'est un prolongement, c'est une composante, un renforcement, un pôle polarisateur, en quelque sorte, un polariseur, mais pas du tout une logique qui soit séparée. Donc je pense que la question, elle doit être prise vraiment par c'est quoi la politique européenne de demain, de puissance économique, c'est quoi la politique industrielle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question que peut-être je me permets de poser cette question-là, c'est qu'est-ce que le numérique fait aujourd'hui pour la démocratie? Donc, clairement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand Internet existait, était encore un projet, on va dire, de laboratoire, il y avait derrière un espoir de renouvellement de la démocratie, de briser les frontières, de constituer des communautés transnationales avec des prises de décision, des politiques, une vision qui soit différente de la hiérarchie traditionnelle, qui soit différente de celle géopolitique, géostratégique de l'impérialisme. Aujourd'hui, et alors je cite une chercheuse qui s'appelle Jen Schrady, qui va publier un livre aux éditions Harvard, qui montre en fait qu'aujourd'hui sur Internet, les communautés les plus efficaces ne sont pas les communautés démocratiques, égalitaristes, etc. Les plus efficaces, et c'est aussi démontré par Dana Boyd, ce sont les radicaux, parce qu'ils investissent largement l'espace numérique aujourd'hui pour renforcer leur logique, mais qui c'est une logique implantée dans la politique nationale, dans la politique européenne. C'est-à-dire que ce sont des groupes extrémistes qui existent. Ils ne sont pas seulement en ligne. Et j'ai l'impression parfois qu'on a encore ce réflexe quasiment structurel que de réfléchir à la cyberguerre, aux fake news, à la radicalisation en ligne, en fait, efface complètement le pendant politique, le danger, l'urgence qu'il y a à protéger en fait la démocratie, à se battre contre ça. Donc c'est vraiment mon point, c'est qu'il faut basculer notre vision, notre point d'ancrage du pur numérique au politique. So I think I concur, meaning that I think digital is always discussed, I find, as a proxy for larger discussions. And it is problematic in the sense that it tends to create, when we try to find solutions to bigger trends, only looking at a section of the issue, you tend to create issues or monsters, potentially, because you're not really looking at the root problem, at the root cause of the problem. And I think a lot of, some examples of digital, scaremongering even, or legislation that we've seen or attempts fall trap to that temptation of only looking at a small fraction of a bigger problem that you're trying to solve. Elodie, j'ai fait une question par rapport au plan de RSF, à la proposition de RSF d'impliquer les intermédiaires financiers et techniques dans le tri de l'information et dans le regain de confiance dans l'information sur Internet. C'est un choix qui est présenté comme très pragmatique. C'est vraiment essentiel aujourd'hui d'intégrer ces intermédiaires, redonner la confiance dans les médias aujourd'hui sur Internet sans impliquer ces intermédiaires n'est pas possible. Oui, ce qu'on voit bien, l'enjeu ici, c'est on n'est pas seulement sur une question numérique, on est sur une question globale de quelle nouvelle garantie est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger le nouvel espace public dans lequel on vit, qui est un espace public numérique et qui est aujourd'hui dessiné, qui est organisé par des architectes qui sont les plateformes comme Facebook notamment et Google. Et donc ce que nous pensons à Reporters sans frontières, c'est qu'il est nécessaire à la fois de s'engager sur des principes politiques et d'engager des États sur ces principes, de nouvelles garanties qui sont en quelque sorte mises à jour aussi. Ce sont les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on va dire qu'on va les updater un petit peu pour faire en sorte
d'impliquer les États dans un processus démocratique. Donc c'est ce qu'on a lancé. Nous avons lancé une déclaration internationale sur l'information et la démocratie qui a été rédigée par une commission indépendante de 25 personnalités, dont de nombreux prix Nobel, de 18 nationalités. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'impliquer les États. Donc nous avons reçu à ce jour le soutien d'une douzaine de chefs d'État. Ce que l'on veut, c'est mettre en place un processus intergouvernemental et quelque part donner aux États démocratiques les moyens de réagir avec la société civile en impliquant effectivement les plateformes. Ça, c'est plutôt, je dirais, au niveau politique. Au niveau du marché, aujourd'hui, à un moment même où le journalisme est menacé du fait des pressions politiques, du fait des pressions financières, on a par ailleurs une troisième menace qui sont finalement les plateformes qui en fait écrasent complètement le contenu journalistique digne de ce nom, dans la mesure où en fait elles ne favorisent pas ces plateformes le contenu journalistique. On sait, une étude du MIT le montrait, que les fausses informations, la viralité des fausses informations est 6 fois plus importante, que même lorsque on va vérifier une fausse information, et c'est là tout le travail incroyable qui est fait par les réseaux de fact-checking, et bien dans tous les cas, de toute manière, la fausse information a plus de viralité encore. Et donc par rapport à tout ça, nous, ce que nous voulons faire, c'est mettre les acteurs autour de la table, les éditeurs, les patrons de presse, et leur donner la possibilité, avec les plateformes, effectivement, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut connecter nos standards journalistiques avec les standards du web. Donc on travaille avec le World Wide Web Consortium, donc qui établit les standards du web là-dessus. On travaille également avec Google, avec d'autres, effectivement, pour cette initiative, parce que en fait les plateformes, elles fonctionnent pour hiérarchiser l'information, elles lisent des signaux en quelque sorte, et ou alors Google sélectionne des médias dans Google News, ou bien vous avez, je décernerai la palme de la plateforme la plus opaque à Apple, qui en fait sélectionne sur les smartphones des médias, et tout ça en fait est fait de manière absolument non démocratique, je dirais aujourd'hui, sans concertation avec les acteurs, et nous c'est ce que nous voulons faire. Toutes ces régulations dont je parlais, notamment cette loi sur le contenu haineux, cette loi allemande, sont mises en place sous prétexte qu'effectivement il est de plus en plus nécessaire de réguler Internet, en disant si c'est pas nous qui faisons ça, on a le géant chinois qui arrive. On est bien au courant à Reporters sans frontières, on vient de sortir un rapport sur la Chine et la manière dont la Chine est en train de construire un modèle médiatique censuré, avec une répression des journalistes, et est en train d'exporter ce modèle. C'est-à-dire que des journalistes à l'étranger sont, en dehors des frontières chinoises, sont même menacés, censurés, et donc on sait à quel point c'est extrêmement grave. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'on veut aboutir à un modèle d'Internet complètement contraire finalement à ce qu'est le web tel qu'il a été fondé il y a une trentaine d'années, et à une balkanisation de l'Internet? Je pense que c'est effectivement aussi un débat pour l'Europe, et c'est un débat aussi qu'on veut porter à travers nos initiatives. Okay. Merci beaucoup. On va prendre les questions du public. Il est évidemment très facile de nous attaquer parce que nous sommes tous enfermés dans un système clos. Nous avons Internet et nous avons le dollar. On en a retiré un principe d'extraterritorialité lorsque deux pays se sont servis non seulement du service postal, mais d'Internet, ou quand ils ont fait leur contrat en dollars, ou bien ces deux systèmes doivent être élargis à un système mondial, mais il n'est pas possible. Il faudrait une monnaie indépendante de tout pays et un Internet, ou bien Internet soit élargi, mais de se trouver maintenant face à la Chine qui veut aussi de son côté faire la même chose. Nos banques BNP et Société Générale ont été sanctionnées par des milliards de dollars pour ce principe d'extraterritorialité. Donc, il faudrait donc une monnaie indépendante de tout pays et un système informatique aussi au-dessus de tous les pays, et pas créer encore de nouveaux pôles et plateformes à travers le monde. J'avais une question par rapport justement à la directive en question en Allemagne qui s'appelle NetzDG, je ne me rappelle plus du nom français.
Le grand problème qu'on a, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore eu vraiment d'évaluation, donc on ne sait pas exactement si ça a eu un effet de censure, peut-être que vous pouvez en dire plus. Le grand problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de solution meilleure pour l'instant. On ne sait pas comment faire, et je pense que c'est un gros problème aussi des hommes et des femmes politiques en Allemagne. Premièrement, il y a un manque d'éducation au numérique, donc ils ne savent pas faire. On l'a vu aussi en Amérique, c'est la même chose en Allemagne. Tous les partis ont des associations qui s'occupent du numérique. Elles ne sont pas très fortes au sein des partis, et souvent elles ont même la même position en Allemagne. Donc il y a vraiment une coalition, une grande coalition avec les Verts, les sociodémocrates, les conservateurs, les libéraux, qui défendent souvent la même position, mais ils ont vraiment des problèmes au sein du parti de défendre leur position, qui est une position d'expert dans le numérique. Donc ma question, ça serait un peu de demander quelles seraient les possibilités de trouver des solutions qui sont meilleures que ce qu'on a réussi à faire en Allemagne. Moi, je voudrais rajouter une question. J'ai regardé plusieurs études scientifiques récentes et académiques sur la question des fausses informations et de la polarisation. Les résultats scientifiques sont quand même très nuancés sur l'effet des histoires de polarisation, notamment sur Twitter. Et sur la question des fake news, c'est encore plus problématique, parce que les résultats académiques démontrent que ça ne convainc que les gens qui sont déjà convaincus, et que ça a des effets très limités, et que ça ne concerne qu'une partie de l'électorat, et que donc la question, pour rejoindre un peu ce que Diana Filippova expliquait, c'est est-ce qu'on n'utilise pas le numérique, et on ne l'instrumentalise pas, pour avoir derrière un agenda politique qui est complètement différent, et que finalement, quand on essaye d'observer de façon rigoureuse et scientifique ces questions, on a quand même souvent du mal à démontrer ce qu'on tient dans le discours public. Deux questions très courtes pour André Gattolin et Elodie Vialle. Alors, vous avez parlé de l'ANSSI qui est à 600 personnes actuellement, qui passera sans doute à 750 personnes. La solution nationale pour la sécurité européenne est une chose peut-être intéressante, parce qu'il n'y a pas encore d'agence de sécurité ayant ces moyens-là au niveau européen. Mais faire reposer la sécurité européenne sur des nations, aussi brillantes soient-elles, est un peu fragile. On a évidemment M. Orban, M. Babis, etc. S'ils doivent traiter de l'information, des informations européennes, sont des filtres très dangereux pour leur population. Ça, c'est la question à M. Gattolin. Et pour Mme Elodie Vialle, en fait, on est toujours renvoyé au même problème, qui est soit le choix du modèle américain, soit le modèle chinois, voilà. Alors évidemment, on préfère le modèle américain, mais en fait, on a un souci, c'est que les journalistes, les médias en général, n'ont pas envie de se rassembler vraiment. Alors ils font des groupements, des fois pour dénoncer avec souvent de la réussite, hein, des problèmes de fiscalité mondiale, etc. Mais ils n'ont pas encore eu envie de faire ce conglomérat de médias qui serait sur mode, par exemple, d'abonnement, et qui permettrait d'avoir des ressources financières et de contrebalancer le modèle américain qui est un gratuit et qui nuit gravement aux journalistes. Qui veut commencer Peut-être commencer à répondre sur la question de Nancy. Je ne suis pas pour les solutions nationales, je suis simplement réaliste en tant qu'Européen. Et je pense qu'on peut coopérer au niveau de quelques pays, parfois 27 ou 28, ça devient autobloquant. C'est ce qu'on voit avec l'ENISA. Quand il y a eu la volonté donc, de réformer le statut de l'ENISA, on a voulu lui donner des attributions dans un premier temps. Enfin, le paquet qui était proposé n'était ni fait ni à faire. Il a été renégocié dans un sens où l'ENISA a une fonction utile de coordination, d'alerte. Il a même un rôle diplomatique tout à fait essentiel, puisque vous l'avez vu dans le dernier sommet européen sur la question de la 5G et de Huawei, au lieu que les États aillent frontalement un par un devant la Chine, donc avec tous les intérêts commerciaux qu'il y a, personne n'aurait osé dire à la Chine c'est compliqué de ne pas le prendre, on renvoie l'expertise à l'ENISA. Et ça, heureusement, ça existe. Je pense, parce que tout à l'heure la question a été posée de la stratégie industrielle. Je crois que là aussi, si on veut un Internet, je ne vais pas dire souverain, mais qui soit protégé, il faut que toute la chaîne soit protégée.
Le règlement général sur les données personnelles, c'est très bien, mais c'est le bout du chemin. Si nous n'avons pas des capacités de stockage propres de l'information et surtout de traitement propre, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est passé inaperçu, mais quand on regarde dans le prochain cadre pluriannuel financier où il y a le plus d'argent, c'est dans les supercalculateurs, les hexaflops, les pétaflops, qui permettent d'avoir un traitement propre, y compris pour l'intelligence artificielle. Parce que quand vous travaillez avec des composantes, je vais vous dire, notamment de microprocesseurs, qui de plus en plus, les moins chers, sont chinois, vous avez des portes dérobées absolument partout à l'intérieur de ça. Donc c'est toute la chaîne, et nous avons des instruments. On s'est rendu compte, dans le traité, les gens critiquent beaucoup les institutions européennes, dans le traité de Lisbonne, il y a l'article 117-3 qui pose les exceptions aux politiques de lutte anticoncurrentielle. C'est-à-dire que nous pouvons aujourd'hui, à plusieurs pays, 3-4 pays, décider de faire des aides d'État sur des sujets stratégiques. Moi je me suis battu pour ça, depuis 2014, les textes ont été mis en vigueur. L'an passé, nous avons lancé le premier plan justement sur les microprocesseurs à 4 pays, Italie, France, Allemagne et Grande-Bretagne. Nous venons de lancer sur les batteries, les nouvelles batteries au lithium, le même processus. Et sur l'intelligence artificielle, avec Cédric Villani, on propose le même procédé. On sait qu'il y a besoin de beaucoup d'argent. On s'est privé, avec les politiques de la concurrence un peu trop rigoristes qu'on avait au niveau de l'Union européenne, de la capacité des États à mettre de l'argent, parce que ce n'est pas immédiatement rentable. Les entreprises, les business angels ou les capitaux, même aux États-Unis, ne viennent pas gratuitement. Ils ont investi dans Google quand un certain nombre de capitaux risqueurs liés directement à la DARPA ou d'autres ont pris 5%. Il ne faut pas croire qu'on est dans le monde merveilleux du génie qui crée quelque chose et tous les investisseurs viennent prendre des risques derrière. Donc là aussi, si nous voulons qu'au niveau européen, nous ayons des capacités à nous protéger, il faut avancer. Et si on ne peut pas avancer à 27, eh ben on avance à 3 ou 4. Et puis, comme pour Airbus, la dynamique suivra ensuite. Merci. Oui, alors, pour répondre très rapidement en 3 points, d'abord sur la Network Enforcement Act, NetzDG allemande. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, parce que c'est une situation qu'on suit et qu'on documente à travers notre bureau en Allemagne de Reporters sans frontières, c'est quand même que cette loi conduit à un blocage des contenus. Et pour échapper aux amendes, les plateformes en fait utilisent les standards de la communauté. Donc on arrive à un moment où les standards de la communauté finalement prennent le pas sur la loi, prennent le pas sur le droit international en toute opacité. Et donc ce sont effectivement, pour ça on utilise les algorithmes, l'intelligence artificielle pour aller filtrer en amont le contenu qui pourrait être jugé litigieux. C'est effectivement une situation qu'on est en train de documenter parce qu'on voit qu'il y a plein de zones grises en fait entre le contenu qui est répréhensible par la loi et puis le contenu répréhensible par les standards de la communauté. Et voilà, là on a tout un contenu qui est finalement censuré par les plateformes qui veulent évidemment éviter les amendes records qui ont été fixées par les législateurs. Donc je pense qu'effectivement, avant d'appliquer des lois similaires dans le monde, il y a beaucoup de délégations étrangères qui viennent consulter ce qui se fait en Allemagne et notamment la France, il faut quand même réfléchir aux conséquences parce que quand il n'y a pas de meilleur système, eh bien c'est la liberté d'information qui devient le dommage collatéral des décisions politiques. Deuxièmement, sur les fake news et l'impact réel des fake news, c'est vrai que la plupart, d'ailleurs je ne veux pas employer cette expression, donc l'impact des fausses informations, parce qu'aujourd'hui c'est une expression qui est beaucoup utilisée par les prédateurs de la liberté de la presse pour justifier justement l'incarcération, la répression des journalistes. Donc l'impact des fausses informations, même si les gens qui les partagent savent qu'elles sont fausses, in fine, on arrive à une situation où il y a une sorte de chaos informationnel et c'est bien là l'objectif de ceux qui produisent et diffusent ces informations. L'objectif n'est pas nécessairement qu'on les croie, mais d'arriver à l'état dans lequel on est aujourd'hui où finalement il est de plus en plus difficile d'établir la fiabilité d'une source. Et c'est bien là-dessus que nous essayons de travailler à Reporters sans frontières et j'en viens à mon 3e point pour répondre
répondre à votre question sur est-ce qu'il ne serait pas temps que les journalistes se mettent tous ensemble autour de la table. Eh bien si, nous pensons que l'autorégulation, qui est un mot qui fait peur parfois, est le meilleur moyen pour les médias, pour la presse, justement d'échapper aux tentations liberticides. Et ce que nous cherchons à faire, et ce que nous faisons actuellement, c'est la Journalism Trust Initiative. Voilà, je redonne... merci beaucoup, hein, je faites ma pub. Et donc, c'est vraiment, nous avons... voilà, je vous disais, plus d'une centaine d'acteurs. Il y a beaucoup de médias, il y a la BBC, il y a Radio-Canada, il y a le CSA, il y a le régulateur italien également, des agences de presse. Et l'idée, c'est vraiment de dire, on va dire tous ensemble que ça, ce sont les critères et les valeurs et les critères éthiques que nous, les médias, les journalistes, nous voulons défendre, et pour ensuite aller les imposer dans les lieux où se décide justement la gouvernance mondiale de l'Internet, et aller proposer ça aussi aux États. Je vous donne juste un exemple de l'application aussi que cette initiative peut avoir. Là, on est en train de discuter avec le Canada, par exemple, de la manière dont le système d'aide à la presse locale pourrait être alloué sur la base, en fait, de ces indicateurs. Voilà. Donc, parce que les conseils de presse, effectivement, c'est très bien pour les journalistes parce que c'est des choses qui sont discutées également. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on connecte toutes ces discussions qu'on a sur l'éthique, la déontologie, etc., pour la défense de l'information et de l'espace public numérique. Comment est-ce qu'on connecte ça aux standards du web et on leur donne une réalité technologique. Donc c'est ce que nous essayons de faire, oui. Et donc je soutiens complètement, mais quand on regarde les standards que vous proposez, finalement, ce sont les standards qu'on a créés dans OSNJ ou dans les chartes de journalisme, dans l'immédiate première guerre. Ça veut dire qu'on a une dégradation ces 10, 15 dernières années de la pratique journalistique, l'absence de double vérification, de temporisation, de contrôle des sources et d'expression des sources, qui est quand même dramatique. On est dans un contexte où je réponds juste du coup, où les journalistes font face à des pressions politiques, à des pressions financières. Il y a effectivement une très grande précarité du métier. Et nous, ce que nous disons, et nous l'avons toujours dit à RSF, c'est que sans indépendance financière, il n'y a pas d'indépendance journalistique. Et que le journalisme, c'est quand même, et la liberté d'information, c'est quand même celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Donc c'est évidemment une problématique de premier ordre pour nos démocraties. Alberto? Yeah, no, I think in the back of my mind, I always go back to the fact that I think, actually we're talking about something else. And the fact, whenever you talk about digital, you end up talking about geopolitical issues, and you always think about Europe versus Russia, the US, China. I think, ultimately it just proves that you're looking at digital just, a manifestation of deeper issues. And I think, something that we fail to do in Europe is do less of comparative politics when we talk about these issues and more of self-reflection as to, do we have the right rules in place to let European companies make money and grow in Europe and beyond Europe, which is a fundamental question that we don't like to pose ourselves. We like to think of this question more in reflective terms. We need to protect ourselves against someone else. And I think, a good example of dynamics, and it's quite funny actually, because I always think, deep, we're talking about Huawei now in China. I will not go into the specifics of Chinese law and what you think about it and what you think about the past. But ultimately, I think you have to think that, part of the big role that companies from other parts of the world right now play in Europe, particularly in the telecom space, is a direct result of how we do telecoms regulation in Europe, because telecoms regulation in Europe has been an effort to clearly increase competition, but to a large extent drive prices down, which has put a lot of pressure on operators to cut their operational costs, which means that if they'll find a solution that is cheaper, that they can use, they will buy it. Okay, and it's no wonder that they go to certain providers. We should do more thinking about what happens in Europe rather than what happens elsewhere, and I think this will give us more answers as to where we want to go forward. Okay. Thank you. Sur la question justement de la politique finalement contre les fake news, alors de plus en plus on emploie dans le langage commun fake news
qu'on s'adresse à quelqu'un pour dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Donc c'est assez révélateur du détournement possible de ce concept de fausses informations pour tout simplement disqualifier une opinion qui est concurrente, pour se ranger sur voilà, une opinion dominante. Donc clairement, la question de qu'est-ce qui se passe derrière cette censure, quel est l'agenda politique, qui en fait a décidé de ça, qui a décidé par exemple quand Mark Zuckerberg, enfin Facebook censure la déclaration d'Elizabeth Warren qui veut démanteler les GAFA. Évidemment, ça lui a donné, dans l'économie de l'attention, ça lui a donné beaucoup plus de popularité, de façon paradoxale. Mais néanmoins, il faut toujours s'en souvenir, l'agenda derrière, c'est pas un agenda technologique, c'est pas des algorithmes forcément qui vont donner la main à une opinion contre une autre. Il y a toujours eu un agenda politique derrière la technologie, et il est aujourd'hui plus fort que jamais. Et il est aujourd'hui plus illisible que jamais, et donc plus difficile pour le consommateur final, l'utilisateur final, de déceler qu'est-ce qui se passe. On n'est plus capable, enfin, d'une certaine façon, moi je suis née, si vous voulez, en URSS, donc je vois bien comment fonctionne la censure. Quand l'URSS interdisait un livre, on savait très bien ce qu'il y avait dedans et pourquoi il le faisait. Aujourd'hui, on se demande qui, en fait, derrière, est-ce que c'est bon, souvent on dit que c'est l'accidentel, mais ce n'est jamais vraiment accidentel. Enfin, c'est assez rarement accidentel, et surtout, en matière de technologie, ça l'est aujourd'hui de moins en moins. Merci beaucoup à tous les quatre. Cette table ronde et vos réponses.